Très bien. Donc on continue dans notre cours d'hormonologie. On avait vu la dernière fois l'introduction sur la signalisation, On avait défini les hormones, le mode de synthèse, merci. Le mode de synthèse des hormones, le mode de stockage des hormones, le mode de sécrétion des hormones, les modes de régulation des hormones, l'importance des hormones dans la régulation des différentes voies. On avait dit qu'il y avait trois voies générales dans mon organisme qu'il fallait contrôler. La voie de prolifération, la voie de motilité et la voie de survie. La voie de survie. Très bien, et dans chaque voie, j'avais deux axes. Et donc j'avais au total 6 axes. Et ces 6 axes permettaient de définir ou permettaient de répartir toutes les fonctions cellulaires. D'accord, on avait ensuite abordé notre chère protéine G. On l'a bien abordé, on a défini ce que c'était cette protéine G, quels sont les récepteurs qui sont liés à cette protéine G, quelles sont les propriétés de ces récepteurs, quel est le mode de fonctionnement de la protéine G. Vous vous souvenez de la protéine G? La protéine G est activée par son récepteur. Le récepteur est activé par la fixation d'une hormone. Donc nous avons une hormone qui se fixe sur son récepteur. La fixation de l'hormone sur son récepteur va l'activer. L'activation du récepteur change sa conformation. Le changement de conformation du récepteur va induire une activation de la protéine G. L'activation de la protéine G apparaît par un changement de conformation de la protéine G-alpha qui échange son GDP contre un GTP. Le changement de GDP contre un GTP va dissocier la sous-unité alpha du complexe bêta-gamma. La sous-unité alpha GTP va se fixer sur l'effecteur enzymatique. La fixation de la protéine G-alpha sur son effecteur enzymatique va l'activer. Et l'effecteur enzymatique étant activé par la protéine G-alpha va commencer à réaliser sa fonction. Il va commencer à réaliser sa fonction et c'est ça le phénomène de transduction lorsque je parle de la protéine G et des récepteurs qui sont couplés à cette protéine G. Très bien. Donc maintenant on s'était intéressé aux récepteurs, on s'était intéressé à la protéine G. Vous vous souvenez des récepteurs? On avait parlé du récepteur A. Excellent. Serpentine. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à un serpent. Il a combien de domaines transmémbranaires? 7 domaines transmémbranaires. Excellent. Très bien. Donc on va maintenant s'intéresser à l'effecteur de cette protéine G. À l'effecteur de cette protéine G, la protéine G étant activée, elle va m'activer un récepteur. Quelle est la fonction de ce récepteur et quelle est la relation entre cet effecteur et le second messager ou la réponse intracellulaire Nous allons découvrir, bien sûr, vous vous souvenez que l'arrêt de l'effet du récepteur, on l'avait aussi abordé. On a vu la protéine G-alpha possède une activité GTPasique, c'est-à-dire qu'elle est alpha GTP est fixée sur l'effecteur, mais elle va réaliser une action GTPasique accélérée par les GAP, GTPasic Accelerating Peptides, d'accord, qui vont accélérer cette fonction GTPasique. Une fois l'action GTPasique exercée, alpha redevient alpha GDP et elle se dissocie de l'effecteur. La dissociation de alpha de l'effecteur va désactiver l'effecteur et on va voir d'autres modes de désactivation. Le plus important, c'est que nous nous sommes un peu situés aujourd'hui. Nous sommes en train d'aborder l'effecteur de cette protéine G. Nous avons deux types d'effecteurs que nous allons aborder dans notre cours. Deux types d'effecteurs. L'adénylate cyclase ou adénylcyclase et la phospholipase C. Adénylcyclase, phospholipase C. Excellent. On va commencer par l'adénylcyclase. C'est l'effecteur le plus répandu dans les cellules. L'effecteur dépendant de la protéine G le plus abondant, le plus fréquemment rencontré dans les différentes cellules des différents tissus est l'adénylcyclase. Très bien. Il constitue le second relais de l'information. Parce que c'est lui qui va donner un message intracellulaire à partir d'un message extracellulaire. Le second messager est l'AMP cyclique. L'AMP cyclique, je vais le retrouver où? Dans le cytoplasme.
dans le cytoplasme. Attention, le second messager est rencontré à l'intérieur du cytoplasme. Le second messager est rencontré à l'intérieur du cytoplasme. Ici, l'AMPC va être synthétisé et sécrété et libéré à l'intérieur du cytoplasme. Très bien. L'adénylcyclase ou adénylcyclase est une enzyme qui possède deux régions. Un domaine transmembranaire, un domaine cytosolique ou domaine C. C de cytosolique, un domaine C cytosolique qui interagit avec la sous-unité G-alpha-GTP et qui transfère l'information vers le cytosol. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Il est en train de me dire que mon adénylcyclase possède deux régions. Une région transmembranaire et une région cytosolique. Très bien. Donc voici un aspect de mon enzyme, de mon adénylcyclase. L'adénylcyclase est retrouvée au niveau membranaire, d'accord? Donc voici la membrane plasmique. Et voici mes deux domaines. Il existe un domaine transmembranaire. Il est constitué de deux régions, M1, M2. Mais c'est le complexe M1, M2 qui représente la région ou le domaine membranaire. Les domaines M1 et M2 sont considérés comme un seul domaine qui est dit domaine transmembranaire. D'accord? D'accord? Très bien. Et j'ai aussi plusieurs régions, plusieurs domaines intracellulaires, C1b, C1a, d'accord, C2. Donc j'ai là le domaine C1 qui est constitué de deux régions et le domaine C2, d'accord. J'ai deux domaines, C1a. Là, je suis en train de parler du domaine cytosolique, d'accord. J'ai C1a, C1b sur la même chaîne et j'ai C1a, C1b et j'ai le C2. C1a, C1b et le C2. C1a, C1b et le C2. Très bien. Tous ces C1a, C1b et C2 sont considérés comme un seul domaine que j'appelle le domaine C. Donc, grossièrement, sans entrer dans les détails structuraux, il faut considérer l'adénylcyclase comme étant constituée de deux grandes régions. Une région transmembranaire, d'accord, qui est responsable de la fixation de l'enzyme sur la membrane, et un domaine cytosolique qui est appelé le domaine C. Le domaine C, c'est lui qui va interagir avec la protéine alpha. C'est lui qui va subir l'activation de la protéine alpha et c'est lui aussi qui va réaliser l'action catalytique de mon enzyme adénylcyclase. C'est quoi l'action catalytique de l'adénylcyclase? C'est la transformation de l'ATP en AMP cyclique. C'est la transformation de l'ATP en AMP cyclique. Donc, il faut savoir que l'AMP, il est synthétisé ou libéré à l'intérieur du cytosol. Donc, j'aurai une molécule d'ATP. Une molécule d'ATP qui va venir du cytosol, d'accord? Elle va subir l'action de cette enzyme de son version cytosolique pour que le version cytosolique me libère de l'AMP cyclique. Est-ce qu'on est d'accord? Donc l'ATP vient du cytosol, il subit l'action de l'enzyme et l'enzyme libère aussi dans le cytosol. Est-ce qu'on est d'accord? De quoi on est en train de parler? On est en train de parler de la protéine G. On a terminé avec le récepteur de la protéine G. On a terminé avec la protéine G elle-même. Nous sommes maintenant en train de parler des effecteurs de la protéine G. Il y a combien d'effecteurs de la protéine G? Deux types d'effecteurs de la protéine G. La phospholipase C et l'adénylcyclase. Je suis en train de parler de l'adénylcyclase. L'adénylcyclase est un effecteur. C'est un effecteur qui est fixé à la membrane. Il est constitué de deux régions. Une région transmembranaire et une région cytosolique. La région cytosolique s'appelle domaine C. C'est le domaine C qui est responsable de l'interaction avec la protéine G alpha et c'est le domaine C qui est responsable de l'action catalytique de l'adénylcyclase. C'est le domaine C qui est responsable de l'interaction avec G alpha et c'est le domaine C qui est responsable de l'action catalytique de l'adénylcyclase. Quelle est l'action catalytique de l'adénylcyclase? L'adénylcyclase est responsable de la transformation de l'ATP en AMPC. L'adénylcyclase est responsable de la transformation de l'ATP en AMPC. L'adénylcyclase est responsable de la transformation de l'ATP en AMPC. Est-ce que c'est clair? Très bien. Continuons. Un domaine cytosolique qui interagit avec la sous-unité G-alpha et qui transfère l'information vers le cytosol.
Est-ce que cette phrase maintenant elle est comprise? Elle est comprise. Très bien. Le domaine C possède un site de liaison pour l'ATP, un site actif catalytique qui permet la réaction. Voici la jolie réaction qui est responsable de la transformation de l'ATP en AMPC. ATP, passage vers 3', 5' AMP, plus PPI. PPI, maintenant deux groupements phosphate. D'accord? Vous savez très bien que l'ATP a une structure spécifique. Quelle est la structure de l'ATP? L'ATP possède une base, ça ou là, d'accord, l'adénosine, sur laquelle vont se fixer 3 P. D'accord? Vrai ou pas? Très bien. C'est ça l'adénosine triphosphate. Et à partir de ce adénosine triphosphate, je vais avoir de l'AMP. De l'AMP qui va se cycliser, de l'AMPC. Donc je dois couper ici. D'accord? Je dois couper ici. Quand je coupe ici, j'obtiens mon AMP cyclique et de l'énergie. Ce n'est pas le but, mais oui, j'obtiens de l'énergie. D'accord? Parce que l'énergie est stockée dans la liaison. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'obtiens deux phosphores. Ces deux phosphores-là, ils sont liés l'un à l'autre. P. D'accord? Et on appelle le résultat, il ne faut pas dire 2PI. D'accord? Il faut dire PPI. D'accord? Pyrophosphate inorganique. Donc, c'est deux atomes phosphoriques qui sont liés l'un à l'autre. Attention, ils ne sont pas libres. Très bien. Pour les libérer, il faut une autre enzyme. Très bien. L'enzyme adénylcyclase est activée par son interaction avec G-alpha au niveau de son domaine C. Donc vous voyez que c'est le domaine C. Le domaine C possède deux fonctions. C'est le domaine C qui est responsable de l'interaction avec la protéine alpha et c'est lui qui est responsable de l'action catalytique. L'action catalytique est réalisée grâce à deux sites, le site de fixation de l'ATP et le site de transformation de l'ATP en AMPC. C'est clair? Ça va pour tout le monde? Très bien. Très bien. La concentration intracellulaire de l'AMPC augmente. Bon, là, on va parler de l'effet intracellulaire. Donc, puisque mon adénylcyclase est responsable de la transformation de l'ATP en AMPC, l'activation de l'adénylcyclase va augmenter la quantité d'AMPC dans le cytosol. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va m'augmenter la quantité d'AMPC dans le cytosol. Dans le cytosol. Très bien, la concentration intracellulaire d'AMPC augmente et constitue le signal produit par la cellule pour répondre au signal hormonal. Je suis désolé. D'accord? Elle va représenter elle-même le signal intracellulaire. La cible de l'AMPC est un groupe d'enzymes appelé protéine kinase A. Là, ça devient intéressant. Donc, l'AMPC, en étant élevé à l'intérieur du cytoplasme, il va lui-même m'activer des protéines cytosoliques. Pour l'instant, ce type de protéines cytosoliques, je les appelle les PKA. Pourquoi je les appelle PKA? PKA, protéines kinase A. A parce qu'elles sont sensibles à l'AMPC. Parce qu'elles sont sensibles de l'AMPC. AMPC dépendante, enzyme ubiquitaire dans l'organisme qui deviennent actives. Qu'est-ce que ça veut dire ubiquitaire? Ubiquitaire, on a retrouvé dans tous les types cellulaires. D'accord? Quelque chose d'ubiquitaire, c'est quelque chose que je retrouve partout. On vous a dit en cytologie que les glutes 1 étaient des glutes. Vous vous souvenez des glutes? Les glutes 1 étaient des glutes ubiquitaire que je retrouvais dans toutes les cellules. Là, la PKA, la protéine kinase A, est une kinase qui est ubiquitaire, mais qui est utilisée dans tous les types cellulaires. Ce qu'elle fait, vous connaissez ce qu'elle fait? D'accord? C'est un ustensile ubiquitaire que nous retrouvons dans toutes les maisons algériennes. D'accord, algérien, non? Si, l'arabe, on l'utilise un peu partout dans le monde. D'accord, donc l'arabe manuel,
C'est un ustensile ubiquitaire qu'on retrouve partout. On retrouve partout. Pourquoi on la retrouve partout là? On la retrouve partout parce qu'elle est responsable de fonctions utilisées par tout le monde. Tout le monde a besoin de manger des carottes. D'accord? Tout le monde a besoin de manger des carottes et tout le monde râpe les carottes. Et puisque tout le monde râpe les carottes, nous allons retrouver cet ustensile un peu partout parce qu'il est responsable de la réalisation d'une fonction dont a besoin tout le monde. Donc la PKA, quand on la compare à une râpe, cette PKA, elle est responsable de fonctions réalisées par toutes les cellules. Toutes les cellules ont besoin de réaliser des réactions de phosphorylation. Toutes les cellules ont besoin de réaliser des fonctions de phosphorylation. Bonjour. Donc ces PKA vont être responsables de la réalisation de fonctions communes à toutes les cellules. Et c'est pour cela qu'elles sont dites ubiquitaires. PKA, protéine kinase de type A. Protéine, nous savons ce que c'est. La protéine, c'est le substrat ou le produit? Ou l'enzyme? C'est faux. Protéine kinase A, c'est le substrat. Protéine kinase, maintenant c'est une enzyme qui va kinaser les protéines. D'accord? Kinaser veut dire elle va les phosphoryler. Très bien. La PKA est une enzyme. C'est une protéine qui joue la fonction d'une enzyme. Les enzymes sont dans leur majorité des protéines. On est d'accord? Attention. Voici la PKA. هذه la PKA. Je l'appelle PKA. Pourquoi je l'appelle PKA? Je l'appelle PKA parce qu'elle va réaliser sa fonction dans une autre protéine. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va lui faire? Elle va lui coller un phosphore. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien, donc je l'ai appelée protéine kinase et je l'ai appelée A parce qu'elle est activée par de l'AMPC. Donc c'est une protéine parce qu'elle va réaliser sa fonction sur une protéine. Qu'est-ce qu'elle va lui faire? Elle va la phosphoryler. Donc c'est une protéine kinase de type A parce qu'elle est activée par l'AMPC. D'accord? Donc quand je parle d'une protéine kinase, quand je parle d'une glycogène synthase, vous vous souvenez dans vos cours de première année, on vous avait dit que la nomination d'une enzyme pouvait être réalisée selon le produit ou le substrat. Vous vous en souvenez ou pas? Allez, glucose 6-phosphatase, glycogène synthase, glycogène phosphorylase, adénylate cyclase, c'est-à-dire qu'elle va prendre de l'adényle et elle va le cycliser. D'accord? Donc j'ai nommé mon enzyme à partir de son substrat. Quel est le substrat? Quel est le substrat de mon enzyme? C'est des protéines cytosoliques. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les phosphoryler. Donc je l'ai appelée protéine kinase. Très bien. La concentration de l'AMPC augmente et constitue le signal produit par la cellule pour répondre au signal hormonal. Donc, on a commencé notre réponse au niveau intracellulaire par l'augmentation de l'AMPC. La cible de l'AMPC est un groupe de protéines ou d'enzymes appelées protéines kinase A, enzymes ubiquitaires dans l'organisme qui deviennent actives. Fixation de l'hormone sur son récepteur, activation du récepteur, activation de la protéine G. La protéine G active l'adénylate cyclase. La protéine G active l'adénylate cyclase et l'activation de l'adénylate cyclase va transformer l'ATP en AMPC. Il y aura augmentation de l'AMPC au niveau cytosolique. L'augmentation de l'AMPC va activer des protéines que j'appelle protéines kinase A. Très bien. Allez, on continue. Très bien. Les protéines kinase A phosphorylent des protéines cytosoliques. Les protéines kinase A phosphorylent des protéines cytosoliques cibles. Elles peuvent les activer ou les inhiber. Donc la protéine kinase A, elle va réaliser sa fonction. Quelle est sa fonction? C'est la phosphorylation de protéines. Maintenant, le résultat de cette phosphorylation, il va varier. Changer. J'ai une protéine cytosolique. Une protéine qui est au niveau du cytoplasme. Lorsque la protéine kinase A va agir sur cette protéine, elle va la phosphoryler. La phosphorylation de cette protéine, elle peut l'activer ou l'inhiber.
elle peut l'activer ou l'inhiber. C'est très important, gardez ça en tête. On va voir cela dans les exemples. Cette phosphorylation des protéines cible par la PKA représente la réponse cellulaire de l'hormone. Donc la réponse cellulaire, le second message, c'est quoi? C'est la phosphorylation de protéines. C'est la phosphorylation de protéines. Ensuite, la phosphorylation de ces protéines va induire la réponse cellulaire. Je peux phosphoryler des enzymes du glycogène, je peux phosphoryler des protéines impliquées dans la synthèse des aquaporines. On va voir des exemples. L'essentiel, c'est que le résultat final est de transformer la présence de l'hormone sur son récepteur en une phosphorylation à l'intérieur du cytoplasme. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Très bien. La PKA peut aussi phosphoryler des protéines non cytosoliques. Allez, vous vous concentrez aussi. Elle phosphoryle des canaux membranaires impliqués dans la transmission de l'influx nerveux, un canal membranaire impliqué dans la physiopathologie du choléra. La protéine kinase A, d'accord, elle va réaliser des phosphorylations. Elle va réaliser des phosphorylations de protéines dans le cytoplasme. Mais elle possède aussi d'autres cibles. Parmi les cibles, elle peut phosphoryler des canaux membranaires, d'accord? Donc ce n'est pas une protéine cytosolique, c'est une protéine qui est en contact avec le cytoplasme, mais elle est retrouvée au niveau de la membrane plasmique. Donc voici une petite cellule, d'accord? Voici ma PKA. Et la PKA va phosphoryler une protéine qui est au niveau cytoplasme, qui est au niveau membranaire. Elle va y aller, elle va la phosphoryler. En la phosphorylant, elle va l'ouvrir. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Et ces types de canaux, ils sont de différents types. Parmi ces canaux, il y a un récepteur que j'appelle le récepteur CFTR, ou le canal CFTR. Le canal CFTR que je retrouve au niveau de l'intestin. Le CFTR est un canal à chlore. Que je retrouve au niveau de l'intestin, au niveau des branches. C'est le CFTR qui est impliqué dans la mucoviscidose. Vous connaissez la mucoviscidose? La mucoviscidose est une maladie, d'accord, congénitale, au cours de laquelle j'ai une mutation des gènes responsables de l'expression du CFTR. Donc j'aurai un trouble du transport du chlore qui va me donner des sécrétions bronchiques très visqueuses. D'accord, très visqueuses, et les patients atteints de mucoviscidose ont des problèmes respiratoires et des problèmes de sécrétion muqueuse. Très bien. Il nous dit un canal membranaire impliqué dans la physiopathologie du choléra. Est-ce que vous savez quel est le canal impliqué dans la physiopathologie du choléra? C'est le canal CFTR. Excellent. C'est ce canal-là. C'est le canal CFTR qui est responsable des manifestations du choléra. C'est le canal CFTR qui est responsable de la physiopathologie du choléra. Qu'est-ce qui se passe au cours du choléra, de la maladie cholérique? Il faut savoir que le choléra la maladie cholérique est le résultat de l'action d'une bactérie. La bactérie radiée, c'est un vibrion. Ça s'appelle le vibrio cholérique. Le vibrio cholérique, je vais l'ingérer par voie digestive, par voie orale. D'accord? Il faut savoir que pour survivre, il a besoin d'un milieu très salin, le choléra. D'accord? Il vit bien dans la mer, il vit bien dans l'eau de la mer, dans les milieux salés. Le choléra vit bien dans les milieux salés. Très bien. Il ne vit pas dans l'estomac, il ne peut pas vivre dans le tube digestif en situation normale. Mais il y a des situations particulières, qui lui permettent de résister dans mon tube digestif. Quelles sont ces situations? Ces situations sont soit une immunodépression de l'hôte, maintenant l'hôte est immunodéprimé, il a un système immunitaire qui ne va pas bien, ou bien l'ingestion d'une quantité très importante de Vibrio cholera. Lorsque j'ingère une quantité très importante, par exemple, j'ai un peu d'eau, d'accord, ou là j'ai un fruit très mal lavé,
qui a été laissé, d'accord? Et oui, il y a eu une multiplication du vibrio choléra. Ensuite, je vais ingérer l'eau. L'ingestion d'une quantité très importante peut faire arriver le vibrio choléra au niveau intestinal. Au niveau de l'intestin, il faut savoir que les bactéries au niveau de l'intestin ont plusieurs types de physiopathologie. Certaines bactéries sont invasives. Donc, elles vont entrer à l'intérieur de la cellule intestinale. D'accord? D'autres non. Le choléra n'est pas invasif. Il va se déposer sur l'entérocyte. Voici l'intestin. Voici les cellules intestinales. D'accord? Ça, c'est les cellules intestinales. Ça, c'est la lumière intestinale. Et ça, c'est le tissu conjonctif. Après, il y a les vaisseaux. D'accord? Après, il y a les vaisseaux pour aller dans la circulation générale. Le vibrio choléra va se déposer sur le pôle apical. Il va se déposer au niveau de la surface. Il vient de la lumière, je l'ai ingéré, il va se déposer sur la surface de l'entérocyte. Il va commencer à sécréter une toxine, c'est-à-dire qu'il va commencer à synthétiser, à sécréter, à libérer une molécule. Cette molécule va entrer à l'intérieur de l'entérocyte. Quand elle entre à l'intérieur de l'entérocyte, qu'est-ce qu'elle va faire, cette protéine? Quel est l'effet de la toxine cholérique? Elle va échanger un groupement guanyle au niveau de l'alpha-GTP qui va inhiber son activité GTPasique. Le choléra, très bien, le choléra va inhiber l'action GTPasique de alpha-GTP. Le choléra, la toxine cholérique, va inhiber l'action GTPasique de alpha-GTP. Alpha-GTP a perdu son activité GTPasique. Alpha-GTP a perdu son activité GTPasique. Puisque alpha-GTP a perdu son activité GTPasique, est-ce qu'elle peut se réguler? Elle ne peut plus être régulée, elle va rester fixée sur l'effecteur et elle va activer le récepteur. Elle va activer l'effecteur à long terme. L'effecteur va rester actif, il va rester en train de synthétiser de l'AMPC à partir de l'ATP. La quantité d'AMPC va rester élevée. À l'intérieur du cytoplasme. Cet AMPC va activer des canaux. Il va activer les canaux CFTR. Puisqu'on a le canal membranaire, la PKA, peut phosphoryler. L'AMPC va activer la PKA. Ensuite, la PKA, elle peut activer des protéines membranaires. L'AMPC va rester élevé. L'AMPC va activer la PKA. La PKA étant active, elle va activer à long terme les transporteurs membranaires. Elle va activer en continu des transporteurs membranaires et elle va activer le transporteur CFTR. Le CFTR est un transporteur à chlore. Il est responsable de la sécrétion du chlore. Maintenant, il est responsable de la sortie du chlore. Vers la lumière. Le chlore va sortir de la lumière. Le chlore va sortir de la cellule vers la lumière. Donc la quantité du chlore au niveau de la lumière va rester élevée. Le chlore est chargé négativement. Il va attirer avec lui le Na+. Le Na+, a un fort potentiel osmotique. Il va attirer l'eau. Le Na+ va attirer l'eau et j'aurai une diarrhée très importante. J'aurai un afflux d'eau dans la lumière intestinale. D'accord? J'aurai une arrivée d'eau très importante qui va me déshydrater. Ou là, le choléra, si je ne réalise pas les bonnes mesures au bon moment, je peux perdre le patient. Le choléra peut être fatal. Est-ce que vous avez compris la physiopathologie du choléra? C'est clair? Très bien. Donc oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça se passe au niveau du choléra? Qu'est-ce qui se passe au niveau du choléra? D'accord? Lorsque j'ai une toxine cholérique, la toxine cholérique va inhiber l'activité GTPasique.
elle va inhiber l'activité GTPasique, elle va inhiber l'activité GTPasique de alpha-GTP. L'activité GTPasique de alpha-GTP étant inhibée, elle va continuer, ou la protéine G-alpha va rester active. Puisqu'elle reste active, elle va continuer à activer l'effecteur. Puisqu'elle continue à activer l'effecteur va rester actif. Il va continuer à transformer l'ATP en AMPC. La quantité d'AMPC va rester élevée. L'AMPC va activer la protéine kinase A. La protéine kinase A va activer le canal CFTR. La protéine kinase A va activer le canal CFTR. Le canal CFTR est responsable de la sécrétion du chlore. Il y aura une sécrétion très importante de chlore. Le chlore va se faire accompagner par du sodium. Le sodium va se faire accompagner par de l'eau et cette eau va déshydrater le patient. Il y aura tellement de diarrhée que il y aura un frottement important de la muqueuse intestinale qui va se détacher, qui va se desquamer. J'ai des points blanchâtres qui ressemblent à du riz au niveau de l'eau colérique. Au niveau du vomissement ou de la diarrhée colérique, je peux retrouver des points blancs. Ces points blancs, c'est la muqueuse intestinale qui est en train de se détacher à cause des frottements. Et on dit que l'aspect macroscopique de la diarrhée colérique, c'est un aspect en eau de riz. L'arroz ou l'orz. Quelle est la différence entre l'arroz ou l'orz? Cherchez-la. Vous connaissez le drapeau libanais? Très bien. Le drapeau libanais, vous le connaissez. في واحد الشجرة هذيك هي الأرز. الأرز الروز تاع لي شينوا. انتو الثاني تاع. هاك الروز وي. Très bien. Donc, j'aurai un aspect en eau de riz. Et l'eau colérique, elle a aussi une odeur particulière. C'est une odeur excellent, de poisson pourri. Bravo. Une odeur de poisson pourri. Très bien. La conduite à tenir, il faut la connaître, puisqu'en Algérie, il y a des cas de choléra, malheureusement. Il faut la chercher sur Internet. Comment réhydrater un patient colérique. Très bien. Les préparations faites à la maison ou le fameux Ranger lactate qu'on prépare à l'hôpital. Oui, de l'eau et du sel. Très bien. De l'eau, du sel et du sucre. D'accord? 1 litre d'eau qu'on fait bouillir, d'accord, puis qu'on laisse refroidir, et dans lequel on met 1 cuillère à café de sel, 6 cuillères à café de sucre. On peut, s'il y a des bicarbonates, c'est la base. On peut y ajouter s'il y a du jus de citron ou des bicarbonates de soude. Et on réhydrate le patient. D'accord? On réhydrate le patient. Il faut qu'il boive à long terme et qu'il boive de grandes quantités. D'accord? Très bien. Quelquefois, une augmentation de l'AMPC cytosolique peut entraîner la transcription de certains gènes. Tous les gènes qui sont régulés, transcrits ou réprimés par l'AMPC possèdent une séquence d'ADN spécifique appelée CRI, CAMP Response Element. L'AMPC se fixe sur cette région avec un facteur de transcription, le CREBP ou la CRE Binding Protein. Très bien. Attention. Ici, ça commence à se compliquer. On est en train de voir la protéine G. Vous êtes d'accord? On est en train de voir la protéine G. Il y a eu une hormone qui s'est fixée sur son récepteur. Le récepteur a activé la protéine G. La protéine G a activé l'effecteur. L'effecteur a activé l'ATP en AMPC. L'AMPC a activé la protéine kinase A. D'accord? L'AMPC a activé la protéine kinase A. Pourquoi? Parce que je suis en train de parler des hormones qui ont un récepteur transmembranaire. Je suis en train de parler des hormones qui ont un récepteur transmembranaire. Je suis en train de parler des hormones qui ont un récepteur transmembranaire. La dernière fois, on avait dit que j'avais 2 types d'hormones. Les hormones qui avaient un récepteur transmembranaire et les hormones qui avaient un récepteur cytosolique. On avait dit que les hormones qui avaient un récepteur transmembranaire étaient impliqués dans la modification du fonctionnement des protéines préformées. Et que c'était les protéines ou les hormones qui avaient un récepteur intracytoplasmique qui allaient produire la synthèse de nouvelles protéines en agissant en tant que
transcription. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous vous en souvenez? Non, suivez avec moi. S'il vous plaît, suivez, concentrez-vous. Je suis en train de parler de la protéine G et de son effecteur. La protéine G dépend d'une hormone qui se fixe sur un récepteur transmembranaire. Vous êtes d'accord? La protéine G dépend d'une hormone qui se fixe sur un récepteur transmembranaire. Donc, normalement, elle est censée produire de nouvelles protéines ou la modifier le fonctionnement d'anciennes protéines. Elle est censée modifier et non pas synthétiser de nouvelles protéines. La preuve, elle a modifié le fonctionnement de la protéine kinase A et la protéine kinase A va phosphoryler des protéines pour les activer ou les inhiber. Mais il y a de petites exceptions. L'augmentation de l'AMPC peut induire la transcription de gènes. L'augmentation de l'AMPC peut induire la synthèse de nouvelles protéines. L'augmentation de l'AMPC peut modifier la quantité de protéines cytosoliques qui n'ont pas le fonctionnement cellulaire. D'accord? Dans ce cas, l'AMPC va entrer à l'intérieur du noyau. L'AMPC va entrer à l'intérieur du noyau et quand il entre à l'intérieur du noyau, il va se fixer sur des régions spécifiques de l'ADN. Une fois fixé sur ces protéines, sur ces régions spécifiques de l'ADN, il y aura d'autres protéines qui vont se fixer avec lui et qui vont agir en tant que facteurs de transcription pour que ces facteurs de transcription induisent la transcription de gènes. Attention. Je reprends. On avait dit que nous étions en train de parler de la protéine G. La protéine G dépend d'une hormone qui se fixe sur un récepteur transmembranaire. C'est le récepteur à serpentine. Et on avait dit que les récepteurs transmembranaires, en général, n'induisaient pas la formation de nouvelles protéines. Les récepteurs transmembranaires n'induisaient pas la formation de nouvelles protéines. Ils modifient le fonctionnement de protéines préexistantes par phosphorylation ou déphosphorylation. C'est vrai ou pas? Maintenant, je suis en train de parler d'une petite exception. Parce que l'activation de la protéine G, l'activation du récepteur de la protéine G peut induire la transcription de gènes. Maintenant, on sort de la règle. C'est l'exception qui fait la règle. Est-ce qu'on est d'accord? Dans cette situation, la MPC va entrer à l'intérieur du noyau. Quand il entre à l'intérieur du noyau, il va se fixer sur des régions spécifiques de l'ADN et il y aura d'autres protéines qui viendront se fixer avec lui. L'AMPC à lui seul ne peut pas induire la transcription. L'AMPC à lui seul ne peut pas induire la transcription. Et c'est ici qu'on vous dit que l'AMPC n'est pas un facteur de transcription. Donc, intérêt contre un QCM, l'AMPC est un facteur de transcription, n'avez jamais coché que c'est juste. Malgré le fait qu'il puisse induire la transcription, il ne l'induit pas seul. L'AMPC n'est pas un facteur de transcription. L'AMPC n'est pas un facteur de transcription. L'AMPC n'est pas un facteur de transcription. On est en train de parler de la protéine G. On est en train de parler de la protéine G. On est en train de parler de l'effecteur de la protéine G, qui est l'adénylate cyclase. L'action de l'adénylate cyclase va transformer l'ATP en AMPC. L'AMPC va activer une protéine qui s'appelle protéine kinase A. La PKA étant activée, elle va réaliser des messages de phosphorylation de protéines intracellulaires. On avait dit que la majorité des protéines, c'était des protéines cytoplasmiques, mais qu'elle était responsable aussi de la phosphorylation de protéines membranaires. Parmi eux, des transporteurs ou des protéines canales, des protéines canales. Très bien. Là, je suis en train de parler d'un autre effet de la protéine G. L'activation de l'adénylate cyclase et l'augmentation de l'AMPC. L'augmentation de l'AMPC va induire une transcription de gènes. Comment? L'AMPC va entrer à l'intérieur du noyau. Va entrer à l'intérieur du noyau. D'accord? Donc, on va parler d'un autre effet. Cet effet, c'est quoi? Cet effet, c'est un effet intranucléaire. L'AMPC va rentrer à l'intérieur du noyau, il va se faire aider par d'autres protéines, ils vont se fixer sur l'ADN pour activer la transcription de l'ADN. D'accord? Très bien. Quelquefois, allez, on relit maintenant cette phrase. Quelquefois, une augmentation de l'AMPC cytosolique
peut entraîner la transcription de certains gènes. Tous les gènes qui sont régulés par l'AMPC, bon, la régulation, ça peut être l'activation ou la désactivation. Par l'AMPC possède une séquence d'ADN spécifique appelée CRE. Cyclic AMP Response Element, CRE. L'AMPC se fixe sur cette région avec un facteur de transcription. D'accord? C'est l'autre protéine qui se fixe avec l'AMPC qui est considéré comme un facteur de transcription. Très bien. On les appelle les CREBP, les CREBP, les CRE Binding Protein, les CREBP. La réponse cellulaire dans ce cas est constituée d'une réponse métabolique, d'accord? C'était l'activation de la PK-acétosolique, et d'une réponse nucléaire qui est la transcription de certains gènes spécifiques. L'AMPC n'est pas un facteur de transcription. Maintenant, vous avez compris cette phrase. Vous avez compris pourquoi l'AMPC n'est pas un facteur de transcription. La réponse métabolique est immédiate, tandis que la réponse nucléaire est tardive. Transcription puis traduction. Transcription puis traduction. Très bien, très bien. S'il vous plaît, je reprends. Suivez avec moi. Je suis en train de parler de la protéine kinase A. Je suis en train de parler plutôt de la cyclase. On a terminé avec la protéine G. On est en train de parler de l'effecteur de la protéine G. On a dit qu'il y a deux effecteurs de la protéine G. La protéine kinase A et la phosphodipase. On est en train de parler de la protéine kinase A. La protéine kinase A est activée par alpha-GTP. L'activation de la protéine kinase A va induire son activation et la transformation de l'ATP en AMPC. Il y aura une augmentation de l'AMPC et de l'AMPC au niveau du cytoplasme. Il y aura une augmentation de l'AMPC au niveau du cytoplasme. Cet AMPC, il a deux effets. Cet AMPC, il a deux effets. Soit il va rester à l'intérieur du cytoplasme, activer la protéine kinase A. La protéine kinase A va devenir active. Quand elle va devenir active, elle va phosphoryler des protéines. Elle peut phosphoryler des protéines cytoplasmiques comme elle peut phosphoryler des protéines transmembranaires. Dans les deux situations, elle peut les activer ou les désactiver. Est-ce que c'est d'accord? Très bien. Dans la deuxième situation, l'AMPC entre à l'intérieur du noyau. L'AMPC entre à l'intérieur du noyau. Quand il entre à l'intérieur du noyau, il va aider un facteur de transcription. D'accord? Il va se fixer sur une région membranaire qui est une région nucléaire, une région de l'ADN qui s'appelle CRE. Donc, l'AMPC va se fixer sur le CRE de l'ADN. Il va y avoir une autre protéine qui va se fixer avec lui, je l'appelle CREBP. Et une fois l'AMPC et la CREBP fixées sur l'ADN, il y aura une transcription de l'ADN, génération de l'ARNM, maturation de l'ARNM, adressage de l'ARNM vers le cytosol, traduction de l'ARNM en protéines, donc synthèse de nouvelles protéines. L'AMPC peut induire la synthèse de nouvelles protéines. L'AMPC n'est pas considéré comme un facteur de transcription parce que ce n'est pas à lui seul. Ce n'est pas lui seul qui va activer la transcription, il va aider une autre protéine qui est la CREBP. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Allez-y. L'effecteur de la protéine G, l'adénocyclase, c'est la protéine kinase A. Oui, l'effecteur, c'est l'enzyme qui est au niveau de la membrane. C'est l'adénylate cyclase. La protéine kinase A est cytosolique. La protéine kinase A est cytosolique. Non, mais elle est stage. Elle est cytosolique. Elle est libre dans le cytosol. Et après, il y a l'effet de l'adénylate cyclase. C'est quoi? C'est la transformation de l'ATP en AMPC. L'AMPC, le cytosol de la PKA. La PKA, elle est au niveau du cytosol. Elle va recevoir l'AMPC pour devenir active. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Ma mâchoire va me tuer. C'est la même protéine kinase A, on vous dit, c'est la même protéine kinase A qu'on trouve dans tous les types cellulaires. On a la protéine kinase A, c'est excellent, c'est une râpe. C'est comme la râpe. On la retrouve dans toutes les maisons. Donc on avait dit que c'était une enzyme, c'était une protéine ubiquitaire. Très bien. Qu'on trouve dans tous les types cellulaires, c'est pour cela qu'on dit qu'elle est ubiquitaire. Mais les protéines cibles présentes dans ces types cellulaires diffèrent.
Hmm, La différenciation cellulaire fait exprimer des gènes et en réprime d'autres. Un hépatocyte ne produit pas les mêmes protéines qu'un myocyte. Ceci explique la spécificité de la réponse cellulaire envers chaque hormone malgré la présence ubiquitaire de la même protéine kinase. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tabiba, vous avez un foie. Oui, vous êtes sûr? Vous avez un foie. Et vous avez des muscles. Tabiba, vous avez un foie et vous avez un muscle. Sachez que toutes les cellules de mon organisme, possèdent le même matériel génétique. Attention, c'est très important. Vous êtes tous le résultat de la multiplication d'un zygote. D'accord? Vous étiez constitué d'une seule cellule. Ensuite, cette cellule s'est multipliée. C'est juste en différentes cellules. Oui. C'est juste pour vous dire que toutes vos cellules possèdent le même ADN. Est-ce qu'on est d'accord? La question que je vous pose, pourquoi des cellules qui portent le même ADN, le même matériel génétique, sont différentes? Pourquoi votre foie ne sécrète pas de la salive? Pourquoi votre cerveau ne sécrète pas des enzymes? Pourquoi votre estomac ne réfléchit pas quand vous êtes cerveau? Parce qu'il y a des gènes qui sont actifs dans le cerveau. Très bien. Parce qu'il y a une activation sélective des gènes au niveau des cellules. D'accord? Il y a une activation sélective des gènes au niveau des cellules. D'accord? Vous achetez tous le même PC. Camel Cheto Dell Latitude 5550. Mais, vous l'utilisez pour réaliser des montages graphiques. Vous l'utilisez pour réaliser de la bureautique. Vous l'utilisez pour jouer. Vous l'utilisez pour faire des calculs. Donc chacun de vous va utiliser une partie plus importante. Vous avez besoin du GPU, du graphique processeur numérique. Vous avez des bureautiques, donc vous avez besoin d'une bonne RAM. Donc vous avez besoin d'un bon processeur, d'une bonne RAM et d'un bon GPU. Vous utilisez des calculs, donc vous avez besoin d'un bon processeur. Chacun de vous va utiliser plus que les autres une partie de votre ordinateur. Chacun de vous va utiliser une partie plus que les autres que dans votre matériel informatique. Et la cellule va faire la même chose. Chacune des cellules va utiliser un gène et réprimer un autre. Elle va stimuler un gène et réprimer un autre. Et cette sélection, cette utilisation sélective des gènes, c'est cette sélection ou cette utilisation sélective des gènes qui est responsable de la différence entre une cellule et une autre cellule. Les facteurs de transcription sont impliqués dans cette sélectivité. Les facteurs de transcription sont impliqués dans cette sélectivité. Une cellule peut répondre à un facteur de transcription. Elle reçoit un facteur de transcription, mais elle ne reçoit pas l'autre facteur de transcription. Ces facteurs de transcription vont reconnaître des régions spécifiques de l'ADN. Elle ne se fixe pas là, elle se fixe là. Et cette région de l'ADN, elle est responsable de la synthèse de l'hémoglobine. Donc, je vais stimuler la synthèse de l'hémoglobine au niveau de cette cellule et je ne veux pas la stimuler dans l'autre cellule. Est-ce que c'est clair? Donc, il y a une sélectivité dans l'expression des gènes. Donc, il suffit on peut avoir la même protéine kinase A, la même RAP dans toutes les maisons, mais l'utilisation de la protéine kinase A sera différente. L'utilisation ou la fonction de la protéine kinase A va être différente, oui? Selon le substrat. Excellent, selon le type de protéine synthétisée par la cellule, selon le substrat qu'elle va activer. Excellent. Anaya, je vis à la République démocratique du Congo. Nous avons de la mangue, nous avons du papaye, nous avons des fruits propres à nous. Et vous vivez en Algérie, vous avez des carottes et vous avez de la pomme de terre. Vous utilisez votre râpe pour faire une salade de pommes de terre et de carottes. Et moi, j'utilise ma râpe pour réaliser une bouillie ou pour réaliser une compote de papaye et de mangue. Donc, l'utilisation est différente.
c'est la même enzyme, c'est la même RAP, mais elle va différer, son utilisation elle va être différente selon le type de substrat, comme a dit votre camarade, ou bien selon le type de protéine présente au niveau cellulaire. C'est la même protéine kinase A qu'on trouve dans tous les types cellulaires, mais les protéines cibles présentes dans ces types cellulaires diffèrent. La différenciation cellulaire fait exprimer des gènes et on réprime d'autres. Chaque cellule exprime ses propres gènes et réprime les autres gènes. Un hépatocyte n'a pas les mêmes protéines qu'un myocyte. L'hépatocyte, il possède ses propres protéines enzymatiques, ses protéines responsables de la glycogénogenèse, ses protéines responsables de la glycogénolyse, ses protéines enzymatiques qu'il va sécréter, ses protéines inflammatoires, les VLDL, les LDL, la C-réactive protéine, etc., etc., etc. Ceci explique la spécificité de la réponse cellulaire envers chaque hormone malgré la présence ubiquitaire de la même protéine kinase. Malgré la présence d'une même protéine kinase, les réponses seront différentes parce que cette protéine kinase sera utilisée au niveau de substrats différents. Très bien, très bien. On continue. La protéine kinase A est un tétramère. On va voir maintenant comment va agir cette protéine kinase A. C'est un tétramère composé de deux sous-unités régulatrices identiques. Chaque sous-unité régulatrice fixe deux molécules d'AMPC, deux sous-unités catalytiques identiques. Donc la protéine kinase A est un tétramère. C'est un tétramère 4-4. D'accord, fait un 4. C'est un tétramère. Elle est constituée de 4 sous-unités. Deux sous-unités régulatrices et deux sous-unités effectrices. Deux sous-unités régulatrices et deux sous-unités effectrices. Les deux sous-unités régulatrices, chacune d'elles fixe deux AMPC. Et les deux sous-unités effectrices vont réaliser la fonction. Donc, j'ai combien de sous-unités au niveau de la pKa? J'ai 4 sous-unités. Voici la pKa. Elle est constituée de 4 sous-unités. D'accord? 4 sous-unités. 4 sous-unités. Deux sous-unités catalytiques. Celle-là, c'est une sous-unité catalytique. Elle va réaliser une fonction enzymatique. Et celle-là, c'est une sous-unité catalytique aussi. Est-ce qu'on est d'accord? Et deux sous-unités régulatrices. Les sous-unités régulatrices portent le site de fixation de l'AMPC. Chaque sous-unité régulatrice porte deux sites de fixation d'AMPC. Première sous-unité, 2 AMPC. Et deuxième sous-unité, kiff, 2 AMPC. Est-ce qu'on est d'accord? La fixation de l'AMPC, l'activation des régions régulatrices va induire le détachement de la sous-unité. Elle va induire le détachement des sous-unités régulatrices et des sous-unités effectrices. Donc, il y aura un détachement. Les sous-unités régulatrices vont se détacher des sous-unités effectrices. Les sous-unités effectrices deviendront libres et elles iront réaliser leur fonction. Très bien. La fixation de l'AMPC sur les deux sous-unités régulatrices change leur conformation et libère les deux sous-unités catalytiques qui deviennent actives. La fixation de l'AMPC sur la pKa est dite coopérative. La liaison d'une première molécule d'AMPC favorise la liaison d'une autre molécule d'AMPC avec la pKa. On va voir cette phrase, on reprend très rapidement. Je suis en train de parler de l'activation de la pKa, de la protéine kinase A. L'activation de la pKa se fait comment? Elle se fait par fixation d'AMPC. La pKa est constituée de 4 sous-unités, deux sous-unités catalytiques, deux sous-unités régulatrices. Les sous-unités régulatrices portent des sites de fixation de l'AMPC. Chaque sous-unité régulatrice porte deux sites de fixation d'AMPC. Donc, j'ai deux molécules d'AMPC qui vont se fixer sur une sous-unité régulatrice, deux autres molécules d'AMPC qui vont se fixer sur une sous-unité régulatrice. Au total, j'aurai 4 molécules d'AMPC qui vont se fixer sur les deux sous-unités régulatrices. J'aurai 4 molécules d'AMPC qui vont se fixer sur les protéines régulatrices. Cette fixation va détacher, elle va libérer les unités, elle va libérer les sous-unités catalytiques. Les sous-unités catalytiques vont devenir actives et vont réaliser leur fonction. Elles vont se libérer, elles vont devenir actives et elles vont réaliser leur fonction. On vous dit que, vous voyez,
que pour réaliser la fonction, il y a beaucoup d'AMPC qui doivent se fixer. C'est ça que là, beaucoup d'AMPC doivent se fixer. Donc il faut une première, une deuxième, une troisième, une quatrième pour que je puisse avoir au total 4 molécules d'AMPC qui se fixent sur les deux sous-unités régulatrices. 4 molécules d'AMPC qui se fixent sur les deux sous-unités régulatrices. On vous dit que cette fixation est une fixation coopérative. C'est une fixation coopérative. Est-ce que vous vous souvenez de vos cours d'enzymologie de première année? Non. Vous vous souvenez de l'activation de l'enzyme allostérique? L'enzyme allostérique, il y avait deux modèles, le modèle symétrique et le modèle, le deuxième modèle, le modèle séquentiel. Vous vous souvenez du modèle séquentiel? Dans le modèle séquentiel, on vous avait dit que la fixation d'un substrat ou d'une molécule d'un facteur allostérique augmenter la chance de la fixation d'un autre facteur allostérique. Quel est le modèle symétrique? Oui, toute l'enzyme est active ou non active. Oui, quel est le modèle séquentiel? Oui, l'enzyme peut être activée partiellement. D'accord? Vous vous souvenez? Donc il faut savoir que les protéines qui fixent des molécules libres, elles peuvent agir séquentiellement. Derrière, c'est un mode de coopération. C'est un mode de coopération. Lorsque j'ai une molécule d'AMPC qui se fixe, d'accord? Lorsque j'ai une molécule d'AMPC qui se fixe, elle va favoriser la liaison d'une autre molécule d'AMPC. Est-ce que la pKa agit selon le modèle séquentiel ou le modèle symétrique? C'est faux. Le modèle symétrique. Parce que la libération des sous-unités catalytiques n'est faite que lorsqu'il y a fixation des 4 molécules d'AMPC. D'accord? Mais la fixation d'une molécule d'AMPC augmente la chance. Je favorise. Elle augmente la chance qu'il y ait la fixation d'une nouvelle molécule. C'est comme cela qu'est établi le modèle symétrique. Quand vous avez vu en enzymologie le modèle séquentiel et le modèle symétrique. Dans le modèle séquentiel, il pouvait y avoir, j'ai une enzyme. L'enzyme elle est constituée de plusieurs sous-unités. Chaque sous-unité possède un site catalytique, un site de fixation de substrat et un site allostérique. Ces sites peuvent jouer les uns les autres le même rôle. Je peux avoir un site catalytique qui est lui-même un site allostérique. Ça, je connais là très bien. Ce n'est pas cela le plus important. Le plus important, c'est que j'ai deux modèles, un modèle séquentiel et un modèle symétrique. Dans le modèle symétrique, l'enzyme est soit active, soit inactive. Dans le modèle séquentiel, l'enzyme peut être partiellement active. Maintenant, si elle a des sites actifs, 10 sites actifs, 20 sites actifs, elle peut activer 5 et laisser 15. Elle peut activer 7 et laisser 14 et laisser 13. Elle peut activer 15 et laisser 5. Très bien, donc c'est le modèle séquentiel. Dans le modèle séquentiel, l'enzyme peut, une fois fixé son substrat, une fois fixé son facteur allostérique, peut commencer à réaliser sa fonction. D'accord? Donc, elle n'a pas besoin de fixer tous les substrats sur les sites actifs et tous les facteurs allostériques sur les sites allostériques. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est le modèle séquentiel. Elle peut agir séquentiellement. Dans le modèle symétrique, on vous avait dit qu'il devait y avoir la fixation des substrats sur tous les sites actifs et la fixation des facteurs allostériques sur tous les facteurs allostériques. A new condition, la fixation des substrats augmente la chance de la fixation d'un autre substrat. D'accord? Donc c'est le modèle symétrique. Elle suit le même modèle symétrique. Pourquoi? Parce que l'enzyme PKAT, elle est constituée de sous-unités catalytiques et de sous-unités régulatrices. Pour que les sous-unités catalytiques puissent réaliser leur fonction, elles doivent être libérées. Pour être libérées, elles doivent être libérées les deux à la fois. Pour être libérées les deux à la fois, il faut qu'il y ait une fixation d'AMPC. D'accord? Donc il faut qu'il y ait une fixation totale pour qu'il y ait une libération. C'est un modèle symétrique. Wishino, la fixation d'une molécule d'AMPC favorise augmente la chance de la fixation d'une autre molécule d'AMPC. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Très bien. Très bien, très bien. On continue. Très bien. Donc, elle va augmenter la chance de la fixation d'une nouvelle molécule d'AMPC. Le groupe de protéines ACAP, c'est AMP dependent kinase anchoring. Est-ce que c'est à vous que j'avais demandé ce que voulait dire le mot encre? Proteins délimitent le compartiment subcellulaire
où la protéine kinase doit agir. Là, il y a une nouvelle notion. Voici une cellule. D'accord? Merci. Ça, c'est une cellule. Une cellule, il faut savoir qu'elle est grosse, qu'elle a une certaine taille. D'accord? Elle a une certaine taille. D'accord? Il y a la partie supérieure gauche, supérieure droite. D'accord? Au milieu, le centre, une partie inférieure droite, aide gauche, une partie inférieure droite. Donc la cellule possède plusieurs régions. Ce service de gynécologie, il possède plusieurs régions. Il possède la région pédagogique, l'amphithéâtre, il possède les urgences, le service, la réanimation, d'accord? Les grossesses à haut risque, le bloc d'accouchement, le bloc opératoire, les salles des résidents, les chambres des résidents. Donc plusieurs régions au niveau d'un même service. D'accord? Supposons qu'un ayant, la femme de ménage ou la lampe de nettoyage, ou la femme de nettoyage, veut nettoyer une région. Une région a été infectée et j'ai besoin de la nettoyer. D'accord? Est-ce que je vais nettoyer tout le service? Non, je ne vais pas nettoyer tout le service, surtout que c'est un nettoyage un peu spécifique. Je dois utiliser beaucoup de détergents. Il y a eu de la matière toxique qui est assez importante. L'essentiel, c'est un nettoyage, ce n'est pas un nettoyage courant. Donc c'est un nettoyage qui va me nécessiter une bonne dépense et nécessiter l'engagement et le recrutement de nouveaux facteurs et de nouveaux acteurs au niveau de mon service. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais délimiter l'action. On rôle l'agent de nettoyage, on rôle attention monsieur, attention, les détergents que vous allez utiliser, ils sont nocifs, ils sont dangereux. Mais les le bloc d'accouchement, mais les urgences. Vous devez les utiliser à l'amphi. Donc il faut savoir que la cellule, elle a la capacité, la cellule, elle va faire la même chose. La cellule, elle a la capacité de délimiter, la réponse cellulaire. La cellule a la capacité de délimiter la réponse cellulaire. La cellule a la capacité de délimiter la réponse cellulaire. La délimiter où? La délimiter à une région de son cytoplasme. Maintenant, oui, d'accord, j'ai eu une fixation de l'hormone sur son récepteur, j'ai eu une activation de la protéine G, j'ai eu une activation de la dénylactyclase, j'ai eu une transformation de l'ATP en AMPC, j'ai eu une augmentation de l'AMPC au niveau cytoplasmique, j'ai eu une augmentation de l'activation de la PKA, j'ai eu une activation de la PKA. La PKA, il ne faut pas que je la laisse travailler dans tout le cytoplasme. Je ne vais pas laisser la PKA aller partout. Je ne vais pas laisser la PKA agir au niveau de toute ma cellule. C'est dangereux, ça va me gaspiller de l'énergie et m'activer des enzymes dont je n'ai pas besoin. D'accord? Donc je ne vais pas le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais délimiter le fonctionnement de ma PKA. Comment je vais délimiter le fonctionnement de ma PKA? Je vais l'attirer vers des régions. Et l'emprisonner dans ces régions. Je vais l'emprisonner. S'il vous plaît. Quand un bateau voyage, il voyage sur la mer, sur l'eau. Il voyage sur l'eau. Vous connaissez Sur l'eau, c'est un livre de Guy de Maupassant. Sur l'eau. Un livre de voyage. Voyage sur l'eau. Quand j'arrive à destination, la plage, quand j'arrive à la plage, comment je peux arrêter mon bateau pour ne pas qu'il soit volé? On jette l'ancre. Brave. Vous savez l'ancre en arabe? Excellent, le Mersat. L'un des noms le port, c'est le Marsa. Bravo. Donc je vais jeter l'ancre. Comment tu fais du film, t'as les pirates? L'ancre. Très bien. Donc l'ancre, elle est responsable de la fixation du bateau dans une région, au niveau de la plage. C'est pour cela qu'il y a des protéines au niveau de la cellule
que j'appelle CAMP dependent kinase, PKA anchoring proteins. C'est des protéines qui vont ancrer la PKA. C'est des protéines qui vont jouer le rôle d'une encre. D'accord? Ils vont ancrer la PKA. L'encre, c'est l'encre. L'encre المرسات ماشي l'encre الحبر اللي ينشف stylo. Vous avez un stylo. Qui a un stylo? Qui a un stylo? Très bien. Ce sont des protéines qui vont ancrer, la PKA pour délimiter la réponse cellulaire et empêcher la réponse cellulaire de se généraliser. Très bien, très bien. Ils vont délimiter le compartiment subcellulaire maintenant à l'intérieur de la cellule, pas toute la cellule, subcellulaire, où la protéine kinase A doit agir. Très bien. Ces protéines ACAP possèdent un domaine qui assure la localisation subcellulaire en se liant sur un élément spécifique, canal membranaire, vésicule. J'ai activé la protéine kinase A pour activer un canal. Donc, une ACAP spécifique va prendre la PKA dans la membrane. C'est ici qu'il faut agir, d'accord? Et le deuxième domaine, c'est le domaine de la fixation de la PKA, un domaine qui se lie à la protéine kinase A au niveau de sa sous-unité régulatrice. Donc, vous voyez que la sous-unité régulatrice, elle n'a pas de fonction ré sur la fixation de l'AMPC. Elle régule tout le fonctionnement de la PKA. La sous-unité régulatrice régule tout le fonctionnement de la PKA. C'est la sous-unité régulatrice qui est responsable. de la fixation de l'AMPC, mais c'est la sous-unité régulatrice aussi. Qui est responsable de l'ancrage de la PKA. Donc les ACA, les protéines d'ancrage de la PKA. Les protéines d'ancrage de la PKA, elles possèdent deux régions. Une région d'ancrage dans une région spécifique et une région de la fixation de la PKA. Je prends la PKA par où? La région régulatrice. D'accord? Je vais la prendre dans sa région régulatrice. Je reprends. On est en train de parler des ACA. C'est quoi les ACA? C'est des protéines d'ancrage. C'est quoi ces protéines d'ancrage? C'est des protéines qui vont délimiter le fonctionnement de la PKA. C'est des protéines qui vont délimiter le fonctionnement de la PKA. C'est des protéines qui vont prendre la PKA et lui dire il ne faut fonctionner que dans une région précise. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces ACA? Ils sont constitués de deux régions. Une région qui va se fixer sur la vésicule, sur la membrane, sur la protéine qu'il faut que je modifie, et une autre région qui va se fixer sur la PKA pour lui dire réalise cette fonction ici. Est-ce que c'est clair? Sûr. On avance. Très bien. Elle a réalisé sa fonction, cette PKA. Il faut bien que cette fonction s'arrête. Je dois pouvoir la réguler, je dois pouvoir l'arrêter. Une partie de l'arrêt de cette réponse peut se faire par déphosphorylation des protéines. Je les ai activées par phosphorylation. Je les désactive par déphosphorylation. D'accord? Dégradation de l'AMPC en 5'-AMP par la phosphodiesterase. Régulation du récepteur. La phosphodiesterase, je vais le cours de la vision, physiologie de la vision. Régulation du récepteur de telle sorte qu'il ne puisse plus fixer l'hormone. Donc, je veux arrêter la réponse. J'ai activé ma PKA, ma PKA a réalisé sa fonction, je dois la désactiver, je dois pouvoir l'inhiber. Comment je peux l'inhiber? Je peux l'inhiber soit en remodifiant les protéines, et elle les a activées par phosphorylation. Je vais les déphosphoryler. Je peux soit dégrader l'AMPC, puisque c'est l'AMPC qui est en train d'activer la PKA, n'importe la quantité d'AMPC, soit j'inhibe le récepteur. Donc il y a plusieurs degrés d'inhibition. Je peux inhiber le récepteur. Je peux inhiber la dénylcyclase. Quand j'inhibe la dénylcyclase, je diminue l'AMP. C'est ça que là. Donc je peux inhiber le récepteur, je peux inhiber la dénylcyclase et je peux inhiber la PKA. Je peux inhiber la PKA et je peux déphosphoryler les protéines qu'elle a phosphorylées. Tous les degrés, tous les niveaux qu'on vient de voir sont régulables. Tous les niveaux qu'on vient de voir sont régulables.
Tous les niveaux qu'on vient de voir sont régulables. Je peux réguler mon fonctionnement, je peux réguler ma réponse cellulaire à tous les niveaux. À tous les niveaux qu'on a abordés. Je peux inhiber le récepteur, internaliser le récepteur, changer la structure du récepteur. D'accord? Je peux modifier l'effecteur, inhiber l'effecteur. D'accord? Je peux modifier la pKa et je peux déphosphoryler les protéines qui ont été phosphorylées. Et c'est comme ça qu'est réalisée la régulation. Oui? Anam? Oui, oui, oui. Puisqu'on est en train de parler de la protéine G. D'accord? Récapitulatif et exemple. Allez, on va voir des exemples de l'action de la protéine kinase A. On va récapituler avant. L'AMPC formé par l'ADN cyclase se fixe sur la protéine kinase A. L'AMPC après fixation sur l'ADN va activer la transcription en compagnie avec les CRBP. La réponse cellulaire est ainsi constituée d'une réponse métabolique et d'une réponse nucléaire, tout ça on l'a vu. Les ACAP se fixent sur la protéine pKa pour délimiter le compartiment subcellulaire. La protéine kinase A induit son effet cellulaire. Elle va induire son effet cellulaire. Très rapidement, j'ai eu une activation de la protéine G, j'ai eu une activation du récepteur. Le récepteur a activé la protéine G a activé l'adényl cyclase. L'adényl cyclase est devenue active. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transformer l'ATP en AMPC. Il y aura une augmentation de l'AMPC au niveau cytoplasmique. L'AMPC est responsable de deux types de résultats. Un résultat cytoplasmique et un résultat nucléaire. Le résultat nucléaire est l'internalisation de l'AMPC au niveau du noyau, où il va rencontrer des protéines appelées CREBP. Des protéines appelées CREBP. L'AMPC et le CREBP vont se fixer sur des régions spécifiques de l'ADN, appelées régions CRE. La fixation de la CREBP, qui est un facteur de transcription, avec l'AMPC au niveau de la CRE, qui est située au niveau de l'ADN, va induire la transcription de nouveaux ARN, qui sera maturé, puis qui sera adressé au niveau du cytoplasme, où il y aura une traduction en protéine. La deuxième réponse de l'AMPC est l'activation de la protéine kinase A. Il y aura une activation de la protéine A. Comment il y aura une activation de la pKa? Par fixation de deux molécules d'AMPC par une seule sous-unité régulatrice. Donc il y aura 4 molécules d'AMPC qui vont se fixer sur les deux molécules régulatrices ou les deux unités régulatrices de la pKa. La pKa va devenir active, elle va interagir avec des protéines cytoplasmiques qui sont appelées les ACAP. Les ACAP vont fixer la pKa au niveau de la région. Au niveau de quelle région? Les ACAP vont fixer la pKa au niveau de la région régulatrice. Ils vont prendre la pKa et ils vont se fixer la pKa au niveau du compartiment où il faut réaliser la fonction. Très bien, la pKa est activée. Il y aura fixation très rapide de la MPC, libération des deux sous-unités. Libération des deux sous-unités catalytiques. Les sous-unités catalytiques vont réaliser la fonction. C'est quoi la fonction? C'est la phosphorylation. Et c'est comme ça qu'est réalisée la fonction. Tfadlet, oui, bon. Non, j'avais dit que c'est pas là avant la dissociation, après la pKa. Voilà. Donc il y aura adressage, mais dissociation. Il faut les dissocier. Attention, c'est une question très importante. Bravo. Il faut dissocier la pKa après adressage. Qui dissocie Oui, parce qu'elle s'est fixée sur la sous-unité régulatrice, mais aussi parce que la fonction elle est réalisée في الحراش. Il faut l'adresser قبل الحراش باش دير la fonction تاعها ولا نليبيريها لهيك ونجيب la région régulatrice. كي نجيب la région régulatrice وانا نليبيريت la région catalytique واش ندير بلا région régulatrice وحدها؟ بصح قلنا باللي لا بي كيما قالت لك لا اكاب elle se fixe sur la région régulatrice. ما فهمتيش؟ تبعيني مليح. شوفي طبيبه انايا عندي ان شاريو ولو شاريو تاعي انا راني في لي زاني 1800 داكور. تعرفوا ماري كوري واسمو راجلها بيير كوري كيفاش مات؟ اكسيدون واش ضربتو كروسه طق تاع العواد داكور. دونك عفسوا عليه العواد مات. كي قالوا البابا قال لهم اكوا يبونسي هكا نو سي با امبورطون. C'est que, est-ce que vous connaissez de la carrosserie? 2 chevaux et une carrosse Mallor. Monsieur ما تشوفوا les films. D'accord. Donc supposons que la charrette fait une carrosse
ou faire des chevaux. On est d'accord? Ntia, vous êtes une princesse du moyen des années 1800, voilà qui fait la carrosse. Voilà mi bik بالعواد pour réaliser une fonction. La fonction تاعك انت راكي في مصطفى وما حابين يديوك la fac centrale ou la grande poste. Est-ce qu'on est d'accord? La réalisation de votre fonction passe par deux étapes. D'accord? Une des étapes تهبطي من الشريطه ou une des étapes لازم ينحيو الشريطه من العواد. Une des étapes c'est de libérer la carrosse mais les chevaux. Ou l'autre étape, c'est que vous descendiez de la carrosse. Est-ce qu'on est d'accord? Pour pouvoir réaliser votre fonction pour la grande poste, est-ce que نحكم العواد ويديوك العواد بك بلا كاروس وما كي تلحقي je libère la carrosse وما انت تهبطي من la carrosse ولا est-ce que هذه عجبتك؟ وي ولا كيما كتقولي انت العواد راهم هنايا نحي la carrosse ياك ويروحوا العواد وحدهم. D'accord? La région régulatrice, c'est les chevaux. Les chevaux, c'est eux que je peux réguler. D'accord? Donc il y a une région régulatrice, il y a une région effectrice. La région régulatrice ne peut réaliser aucune fonction. Donc à quoi bon libérer la région catalytique avant l'adressage? Il faut qu'il y ait avant l'adressage. La carrosse de la grande poste, qui est la grande poste, je libère la carrosse, je vais libérer. Vous êtes d'accord? Très bien. Très bien. Les exemples. Dans le foie, le glucagon ou l'adrénaline. Vous connaissez le glucagon et l'adrénaline. Vous les avez vus dans votre cours des lipides et dans votre cours des glucides. Vous les avez appelés hormones de contre-régulation. De contre-régulation de quoi? De l'insuline. Excellent. J'ai une principale hormone hypoglycémiante et le reste des hormones sont des hormones hyperglycémiantes. D'accord? Tous les hormones de croissance, la GH, le glucagon, l'adrénaline, la noradrénaline, les hormones thyroïdiennes, c'est des hormones de contre-régulation qui sont hyperglycémiantes. D'accord? Donc le glucagon et l'adrénaline, ils vont augmenter la glycémie ou la baisser? Ils vont augmenter ou la baisser la glycémie? Augmenter la glycémie. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que c'est des hormones hyperglycémiantes. Très bien. Le glucagon se fixe sur un GPCR, sur un récepteur qui dépend de la protéine G, à la surface de l'hépatocyte. Il y aura une signalisation, signalisation et activation de la PKA. La PKA phosphoryle la phosphorylase kinase. La phosphorylase kinase devient active. Phosphoryle la glycogène phosphorylase. La glycogène phosphorylase devient active. Glycogène. Activation de la glycogénolyse par la PK. S'il vous plaît. Hagda, ça va paraître difficile. On va commencer d'en bas. Le glycogène. C'est quoi le but des hormones? C'est quoi le but de l'adrénaline? Excellent. C'est une hormone hyperglycémiante. Le glucagon et l'adrénaline, c'est des hormones hyperglycémiantes. Donc le rôle, c'est quoi? C'est l'hyperglycémie. Le rôle, c'est d'augmenter la glycémie. D'accord? Je vais étudier un des moyens de l'augmentation de la glycémie, qui est la glycogénolyse. C'est quoi la glycogénolyse? C'est la destruction du glycogène en glucose. Donc je dois transformer mon glycogène en glucose. L'enzyme de dégradation du glycogène en glucose, comment je l'appelle? Je l'appelle glycogène phosphorylase. Vous vous souvenez de la glycogène phosphorylase? Vous vous souvenez de la glycogène phosphorylase? Très bien. Glycogène phosphorylase. S'il vous plaît. Bravo. Oui, très bien. Donc voici ma glycogène phosphorylase. S'il vous plaît, suivez avec moi. Voici mon glycogène. Mon joli glycogène, qui est une succession de molécules glucidiques. D'accord? Liées par des liaisons et des ramifications. Très bien. Ça, c'est une molécule de glycogène.
l'enzyme qui est responsable de la dégradation du glycogène, et je l'appelle glycogène phosphorylase. Je l'appelle glycogène phosphorylase. Sachant qu'elle ne phosphoryle pas le glycogène. La glycogène phosphorylase, elle détache une molécule de glucose. Elle détache une molécule de glucose. Elle va détacher une molécule de glucose. Et quand elle détache une molécule de glucose, elle va lui fixer du phosphore. Pourquoi elle lui fixe du phosphore? Elle lui fixe du phosphore pour qu'il ne se relie pas. Donc je l'appelle glycogène phosphorylase, même si sa fonction, par rapport au glucose, même si sa fonction, ce n'est pas la phosphorylation du glycogène, mais la phosphorylation du glucose. Donc quelle est la fonction de la glycogène phosphorylase? La glycogène phosphorylase libère une molécule de glucose. Elle libère une molécule de glucose et la phosphoryle. Elle la phosphoryle pourquoi? Pour l'empêcher de se fixer. Donc cette enzyme-là, l'enzyme de la dégradation du glycogène, l'enzyme de la glycogénolyse, comment je l'appelle? Je l'appelle glycogène phosphorylase. Pourquoi? Parce qu'elle réalise une phosphorylation. C'est quoi? C'est une phosphorylase. La phosphorylase, elle est activée par phosphorylation. La phosphorylase, elle est activée par phosphorylation. Qui va réaliser cette fonction? La phosphorylation? C'est une enzyme. L'enzyme TAIHADIA, elle a un nom. Elle s'appelle phosphorylase. Voici mon enzyme. Elle s'appelle phosphorylase. Elle s'appelle phosphorylase. Voici mon enzyme. L'enzyme s'appelle phosphorylase. Cette phosphorylase, il faut qu'elle devienne active. La phosphorylase, eux aussi, devient active par phosphorylation. Maintenant, pour activer la phosphorylase, il faut la phosphoryler. L'enzyme qui est responsable de la phosphorylation de la phosphorylase, elle a aussi un nom. Elle s'appelle phosphorylase kinase. Phosphorylase kinase. Elle s'appelle phosphorylase kinase. Donc, j'ai une phosphorylase kinase et la phosphorylase kinase va me phosphoryler la phosphorylase. La phosphorylase va me phosphoryler le glucose. La phosphorylase kinase est aussi activée par phosphorylation. Pour devenir active, il faut qu'elle soit phosphorylée. Et elle est phosphorylée par quoi? Elle est phosphorylée par la pKa. Elle est phosphorylée par la pKa. Je reprends. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dégrader le glycogène. On regarde notre schéma. Quand la pKa phosphoryle la phosphorylase kinase, la phosphorylase kinase devient active. Elle va phosphoryler le glycogène. D'accord? Donc j'ai combien d'enzymes? J'ai premièrement la pKa. Première enzyme pKa. Deuxième enzyme phosphorylase kinase. Troisième enzyme glycogène phosphorylase. Je reprends. S'il vous plaît. J'ai besoin d'augmenter la glycémie. Pour augmenter de la glycémie, il me faut du glucose libre. Pour avoir du glucose libre, je vais le puiser dans le glycogène. Donc je vais utiliser le glycogène pour avoir du glucose libre. Je vais utiliser du glycogène pour avoir du glucose libre. Est-ce que vous êtes d'accord? Thomas, vous avez commencé à utiliser votre glycogène. On commence à utiliser notre glycogène à partir de combien d'heures de jeûne? 5 heures de jeûne. À partir de 5 heures de jeûne, on commence à utiliser notre glycogène. Donc اللي راهو صايم وتسحر هذاك هو الوقت. D'accord? Donc il y a وقت الفطور, vous allez avoir un peu faim et vous allez utiliser votre glycogène. اللي ما تسحرش مسكين. Bravo, oui. Et c'est décumulé. Quand il aura puisé ses triglycérides, je vais dire. En bas. Le corps s'étend. Il y aura une cétogénèse. La cétogénèse caractérise
caractérise l'état de jeûne. La cétogenèse caractérise l'état de jeûne. Elle nous donne une odeur spéciale. L'odeur cétonymique de la laine. L'odeur cétonymique de la laine qui est due à la présence de l'acétone. L'acétone est volatile, il est libéré au niveau des poumons. Très bien. Donc je suis en train de réaliser une glycogénolyse. La glycogénolyse me libère du glucose libre. Très bien. Donc j'ai besoin de glucose. Pour réaliser cette glycogénolyse, il faut activer les enzymes de la glycogénolyse. La principale enzyme, c'est l'enzyme qui débute la réaction. Les enzymes soumises à régulation, ce sont les enzymes clés des réactions et ce sont les enzymes de début de la voie catalytique. Donc l'enzyme que je vais réguler ici, c'est quoi? C'est quoi l'enzyme que je vais réguler? C'est la phosphorylase ou la glycogène phosphorylase. C'est l'enzyme qui va me libérer une molécule de glucose. Est-ce qu'on est d'accord? Comment je l'appelle? Je l'appelle phosphorylase ou la glycogène phosphorylase. Cette glycogène phosphorylase, elle est active à l'état phosphorylé. Qui va la phosphoryler? C'est la phosphorylase kinase. Et la phosphorylase kinase, elle est active à l'état phosphorylé. Qui la phosphoryle? La PK. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien, très bien. Très bien. Donc voici un petit schéma. Une activation de la protéine G va augmenter la quantité d'AMPC. L'AMPC va activer la PKA ici ou ici. D'accord? Activation de la PKA. La PKA devient active. D'accord? Elle va phosphoryler des protéines. Elle va phosphoryler beaucoup de protéines. Elle va non seulement phosphoryler la protéine kinase, la phosphorylase kinase. Elle va phosphoryler la phosphorylase kinase et la phosphorylase kinase devient active. Quand elle devient active, elle va transformer le glycogène en glucose 1-phosphate. Mais la phosphorylase kinase, la PKA, elle va phosphoryler beaucoup d'autres protéines. Elle va phosphoryler ces protéines, les inhibiteurs des phosphatases. Pour les activer, les phosphatases deviennent actives. Les phosphatases vont déphosphoryler la phosphorylase. Et la phosphorylase phosphatase devient inactive. La phosphorylase phosphatase devient inactive. S'il vous plaît, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que vous avez compris la synthèse, l'effet d'activation? Mais la protéine kinase A, elle va réaliser d'autres fonctions. Elle va phosphoryler d'autres protéines. Ces protéines, on les appelle les inhibiteurs de la phosphatase. Elle va activer d'autres protéines qui s'appellent les inhibiteurs de la phosphatase. J'ai activé la protéine. La protéine, c'est un inhibiteur de la phosphatase. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va inhiber la phosphatase. La phosphatase devient inhibée. La phosphatase ne peut pas réaliser la déphosphorylation. Attention, la phosphatase déphosphoryle. La kinase phosphoryle. La phosphorylase phosphoryle. La phosphatase déphosphoryle. La kinase phosphoryle. La phosphorylase phosphoryle. Il y a une différence entre la kinase et la phosphorylase. L'une utilise du phosphore organique et l'autre du phosphore inorganique. Ce n'est pas important. L'essentiel, quand je vous dis qu'une enzyme est une kinase, elle va réaliser une phosphorylation. Ça, très bien. Une phosphorylase, elle va aussi réaliser une fonction de phosphorylation. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. J'ai une enzyme. C'est où كامل هذا الشيء parce que خلطها لكم كامل. J'ai une enzyme, l'enzyme clé تاعي هنايا, l'enzyme qui est importante pour moi. J'ai une enzyme اللي اسمها la glycogène phosphorylase. La glycogène phosphorylase أنا نسميها phosphorylase برك. Phosphorylase. Vous la voyez? Est-ce que vous voyez la phosphorylase تاعي? La phosphorylase تاعي, elle peut être à l'état phosphorylé ou à l'état non phosphorylé. Est-ce qu'on est d'accord? La phosphorylase phosphorylée est active.
la phosphorylase déphosphorylée est inactive. Est-ce que vous êtes d'accord? La phosphorylase phosphorylée est active. La phosphorylase déphosphorylée est inactive. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Il y a des enzymes qui sont responsables de la phosphorylation de la phosphorylase et des enzymes qui sont responsables de sa déphosphorylation. Ceux qui sont responsables de la phosphorylation, l'idibol et le P, je les appelle phosphorylase kinase. Phosphorylase kinase. Ou les enzymes qui sont responsables de la déphosphorylation, je les appelle phosphorylase phosphatase. Donc les phosphorylases phosphatases sont responsables de la déphosphorylation de la phosphorylase et son inhibition. Est-ce qu'on est d'accord? Je veux activer la glycogénolyse. L'activation de la glycogénolyse passe par l'activation de la phosphorylase. Donc l'activation de la glycogénolyse, je dois activer je dois activer la phosphorylase, donc je vais activer la phosphorylase kinase. Je vais activer la phosphorylase kinase. Donc je dois l'activer. L'activation de la phosphorylase kinase va m'activer la phosphorylase, puisqu'elle va la phosphoryler. La protéine kinase, c'est-à-dire la phosphorylase kinase, elle est active à l'état phosphorylé. Elle est activée à l'état phosphorylé. Quelle est l'enzyme qui est responsable de la phosphorylation de la phosphorylase kinase? C'est la PKA. Donc la PKA va me phosphoryler la phosphorylase kinase. La PKA va me phosphoryler la phosphorylase kinase. La phosphorylase kinase devient active, elle va me phosphoryler la phosphorylase. Et la phosphorylase devient active. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a un autre effet de la PKA. La PKA va phosphoryler d'autres protéines. Elle va aussi activer d'autres protéines. Ces protéines, je les appelle inhibiteurs de la phosphatase. Elle va activer des protéines qui sont des inhibiteurs de la phosphatase. Les inhibiteurs de la phosphatase, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inhiber la phosphatase. Ils vont inhiber la phosphorylase phosphatase. Donc la PKA, elle va jouer sa fonction comment? La PKA va m'activer la phosphorylation. La PKA va m'activer la phosphorylation et inhiber la déphosphorylation. Vous voyez comment il est joli mon schéma? Simple et efficace. D'accord? Donc, je vais activer la phosphorylation de la phosphorylase. Mon but, c'est de réaliser une glycogénolyse. Je dois activer l'enzyme de la glycogénolyse qui est la phosphorylase, qui est la glycogène phosphorylase. La glycogène phosphorylase est active à l'état phosphorylé, ou elle est inactive à l'état déphosphorylé. Donc je dois la phosphoryler pour qu'elle devienne active. Comment je vais la phosphoryler? Je vais activer les enzymes qui la phosphorylent et inhiber les enzymes qui la déphosphorylent. Je vais activer la phosphorylase kinase et inhiber la phosphorylase phosphatase. Comment je vais phosphoryler la phosphorylase kinase? Par la PKA. La PKA va phosphoryler la phosphorylase kinase. La PKA va phosphoryler la phosphorylase kinase. La PKA va phosphoryler la phosphorylase kinase. La PKA va, quel est le deuxième effet? Je dois inhiber les phosphatases. Je dois inhiber la phosphatase de la phosphorylase phosphatase. Comment je vais inhiber la phosphatase? En activant les inhibiteurs de la phosphatase. Donc la PKA va phosphoryler des protéines qu'ils ont appelées inhibiteurs de la phosphatase. Les inhibiteurs de la phosphatase vont devenir actifs. Ils vont inhiber la phosphorylase phosphatase. La phosphatase sera inhibée et elle ne pourra plus déphosphoryler la phosphorylase, la glycogène phosphorylase, et la glycogène phosphorylase restera active. Est-ce que c'est clair? Allez-y. Oui, vous parlez de la glycogène phosphorylase. Comment ils vont inhiber la phosphatase?
Je ne sais pas si elle est réalisée par inhibition, est-ce que par déphosphorylation ou phosphorylation. On va vérifier. Donc on vérifiera comment est réalisée cette inhibition. Pour l'instant, gardez que la pKa est inhibée, que la pKa est responsable de l'activation des inhibiteurs. Les inhibiteurs vont inhiber la phosphatase et la phosphatase va devenir inhibée. Étant inhibée, elle ne peut plus déphosphoryler la glycogène phosphorylase. La glycogène phosphorylase va rester active et elle va réaliser sa fonction. Très bien, très bien. C'est d'accord? Un deuxième exemple, au niveau du rein. Au niveau du rein, on va voir l'effet de l'ADH, la fameuse vasopressine, l'hormone antidiurétique. Elle va se fixer sur un GPCR. Elle va se fixer sur un récepteur de type V2R, d'accord, situé au pôle basolatéral. Basolatéral, maintenant, il est au contact de quoi? Basolatéral, il est au contact du sang et du tissu conjonctif, pas au contact de la lumière tubulaire. Donc, situé au niveau du pôle basolatéral de la cellule, du tube collecteur. Vous savez très bien que l'action de l'ADH va être réalisée au niveau du tube contourné, au niveau du tube contourné distal et du canal collecteur. Au niveau du tube contourné distal et du canal collecteur. L'ADH, elle est responsable de quoi? On va voir l'effet de l'ADH, on continue à lire. Il y aura activation de la pKa, recrutement de la pKa sur les vésicules intracellulaires. Comment elle va être recrutée? Grâce aux ACAP. Sur les vésicules intracellulaires contenant l'aquaporine 2. Par l'intermédiaire des ACAP, c'est écrit, translocation des aquaporines 2 au pôle apical. L'aquaporine 2 permet la réabsorption de l'eau. Très bien. La phosphorylation de l'aquaporine 2 par la pKa favorise l'interaction des vésicules d'aquaporine 2 avec le cytosquelette. Translocation au pôle apical, réabsorption d'eau. Arrêt de la réponse par déphosphorylation des protéines, dégradation de la MPC, régulation du récepteur. C'est-à-dire, on l'a déjà dit, comment je peux arrêter la réponse. Allez, on va parler de l'effet de l'ADH. Très bien. Cet ADH que nous avions connu. Très bien. Comment est réalisé l'effet de l'ADH? On va voir un petit. On va parler de l'effet de cette ADH. Donc l'ADH va venir, elle va se fixer par le pôle basal. Elle va arriver au niveau du sang. Et elle va se fixer sur son récepteur situé au niveau du pôle basal. Donc l'ADH va se fixer sur son récepteur. Le récepteur est une protéine couplée à la protéine G. Il y aura activation du récepteur, changement de conformation, activation de la protéine G-alpha, dissociation de alpha entre le alpha va être active, elle va échanger le GTP contre un GTP, elle va se dissocier de bêta-gamma, elle va aller activer l'effecteur. L'effecteur c'est quoi? C'est l'adénylate cyclase. L'adénylate cyclase devient active. Elle va transformer l'ATP en AMPC. L'AMPC, sa quantité va augmenter dans le cytoplasme. Il va activer la pKa. La pKa devient active. La pKa va phosphoryler certaines protéines membranaires, mais elle va aussi phosphoryler les vésicules à aquaporine. La pKa va phosphoryler les aquaporines. Quand la pKa phosphoryle les aquaporines, elle va favoriser leur interaction avec le cytosquelette. Est-ce que vous vous souvenez du cytosquelette? Est-ce que vous vous souvenez des microtubules? Est-ce que vous vous souvenez des différentes rails cellulaires? Le cytosquelette était responsable de l'adressage des vésicules. Donc il y avait un sens plus et un sens moins. Il y avait des polymérisations et des dépolymérisations. La polymérisation des microtubules vers un sens permettait le transport. Et ce transport était réalisé par des molécules que j'appelais les kinésines. Les kinésines vers la périphérie et les dynéines vers le centre cellulaire. D'accord? Donc les kinésines vont représenter un moyen de communication entre le microtubule et la vésicule à transporter. La kinésine va transporter la vésicule vers la périphérie. Et il y aura exocytose. Il y aura une fusion entre cette vésicule
et cette membrane plasmique. Cette fusion va exprimer l'aquaporine 2 au niveau du pôle apical. Elle va exprimer l'aquaporine 2 au niveau du pôle apical. Elle va exprimer l'aquaporine 2 au niveau du pôle apical. Je reprends. Il y a une activation du récepteur. Le récepteur active la protéine G. Le protéine G active la dinylatcyclase. La dinylatcyclase augmente la quantité d'AMPC. Deux molécules d'AMPC se fixent sur deux sous-unités régulatrices. D'accord? Donc j'ai 4 molécules d'AMPC qui vont se fixer sur les molécules régulatrices les deux sous-unités régulatrices de la PKA. La PKA va être adressée par les ACAP. Les ACAP vont prendre la PKA vers la vésicule, puis la PKA va détacher les deux sous-unités catalytiques. Les deux sous-unités catalytiques vont réaliser une réaction de phosphorylation. Ils vont phosphoryler les aquaporines 2. Les aquaporines 2 deviennent actives. Elles vont interagir avec les protéines du cytosquelette, avec les microtubules. Les microtubules vont les adresser vers la membrane plasmique. Dans quel côté? Dans le côté apical, où il y a un contact avec les urines. Il y aura une expression des aquaporines 2 au niveau du tube contourné distal et du canal collecteur de mes tubules. Et il y aura une activation de la réabsorption d'eau. Et cette réabsorption d'eau est possible. Pourquoi? Parce que j'ai le fameux phénomène de concentration d'élution des urines. Les urines qui arrivent au niveau du tube contourné distal et du canal collecteur sont des urines diluées. Ce sont des urines dont je peux contrôler la réabsorption. Si j'ai assez d'eau, si j'ai trop bu de l'eau, d'accord, je vais exprimer les aquaporines 2, d'accord, mais, je ne vais pas sécréter l'ADH, si je bois beaucoup d'eau. Attention, c'est quoi le facteur qui stimule? C'est quoi le facteur déclenchant de la sécrétion d'ADH? L'ADH est sécrété suite, très bien, à l'augmentation de l'osmolarité. Quand elle devient supérieure à 285 milliosmoles par litre, il y aura une augmentation de l'osmolarité. L'augmentation de l'osmolarité stimule les centres de soif et stimule les centres sécréteurs, les centres hypothalamiques de sécrétion de l'ADH. L'ADH va être sécrétée, elle va aller au niveau du sang. Une fois dans le sang, elle va arriver au niveau de ses récepteurs au niveau du pôle basolatéral. Elle va se fixer sur le pôle basolatéral et elle va stimuler l'expression des aquaporines 2. Hadia, quand j'ai soif, quand je n'ai pas soif, je ne sécrète pas d'ADH. Quand je n'ai pas soif, quand j'ai bu beaucoup d'eau, je n'exprime pas l'ADH et je ne réabsorbe pas l'eau. Donc, quand il y a de la soif, quand il y a de la déshydratation, il y a une sécrétion d'ADH et il y a une expression des aquaporines 2. Très bien. Il y a une expression des aquaporines 2. Quand je n'ai pas soif, je n'exprime pas les aquaporines 2 et j'élimine les urines. Donc, tout dans la situation dans laquelle vous êtes, vous avez soif et vous êtes déshydraté. D'accord? Vous êtes très déshydraté. Et donc, vous allez sécréter de l'ADH. L'ADH va aller au niveau du tube contourné distal et du canal collecteur. Elle va aller au niveau du pôle basolatéral, se fixer sur son récepteur. Le récepteur va stimuler la phosphorylation et l'activation et l'adressage des aquaporines 2. Les aquaporines 2 phosphorylées vont s'exprimer sur le pôle apical et il y aura une réabsorption d'eau. D'accord? Très bien. C'est l'effet de l'ADH au niveau. Voilà, l'ADH l'aquaporine une fois exprimée, elle va réabsorber l'eau. L'eau au niveau du pôle apical est absorbée par des aquaporines 2 soumises à régulation, tandis qu'au niveau du pôle basolatéral, elle est réabsorbée par les aquaporines 3. Les aquaporines 3 et les aquaporines 4 qui ne sont pas soumis à régulation et qui ont une présence constitutive. Elles ont une présence constitutive. Vous avez vu cela en détail dans le cours HHH. Ce n'est pas la peine de retourner, même si on y est retourné. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Très bien.